Êtes-vous prêt pour la plus grande révélation de votre vie? Tout sera différent. Vos idées bouleversées, vos certitudes effacées. Vous ne lirez plus rien. Vous n'aurez plus confiance en vos livres ou auteurs préférés. Après la révélation des pyramides, après le visage de la planète Mars et après la Terre plate, voici la vérité sur les livres. Tout ce que vous lisez est faux. Non mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il veut encore lui? Rien de plus intelligent qu'avant. Vous aimez la fiction? On vous ment. Vous aimez les récits de vie? On vous cache la vérité. Les faits sont travestis, la réalité est déformée, on vous prend pour des oignons! Ouais, on va le laisser se calmer un peu. Ouais, bon, au moins ça bougeait quoi. Indubitablement. Peut-être qu'on devrait meubler. Et tu proposes quoi? Tu connais l'histoire du pédophile qui rentre dans une écurie à poney et... Wow, c'est bon, je suis là. Toi, tu prends une pénalité trou noir. Ah mais tu pouvais pas faire ça à l'épisode 1, non? Je disais donc, tout ce que vos livres racontent est faux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc hyper marrant, hyper à la mode chez les jeunes, plein d'entrain et de bonne humeur et au nom qui t'enjaille comme jamais. Le pacte autobiographique. Wow. J'attendais des applaudissements. Le pacte autobiographique, c'est quoi? C'est ça. Mais c'est quoi? Avant de répondre à ça, il faut quand même s'interroger sur ce qu'est une autobiographie, même si ça peut paraître évident. D'après Philippe Lejeune, c'est un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. En clair, tu t'appelles GG, tu écris un livre qui s'appelle Ma vie, ou La vie de GG, et tu racontes tout à travers les yeux de GG, bravo, tu écris une autobiographie. Le pacte autobiographique, c'est cette idée que quand un auteur écrit le récit de sa vie, il ne peut être ni exhaustif, ni complètement honnête. Mais il s'engage tout de même à le rester au maximum. Mais c'est quoi être honnête au maximum? Eh bien, l'autobiographie, du grec écrire sa propre vie, se heurte à 3 problèmes majeurs. Jean-Michel Poubelle nous dit dans son autobiographie Un Ricard et ça repart qu'il a mangé du poulpe, une première expérience agréable pour lui le 24 mai 1975. Or, c'était en 1976. C'est donc faux, mais ça n'est pas en contradiction avec le pacte autobiographique puisque l'erreur est involontaire. La mémoire humaine ne peut engranger une quantité infinie d'informations et les mélange donc parfois. Dans le cas présent, Jean-Michel est un homme respectable. Dans son autobiographie Je pense donc j'essuie, Jean-Martin Sopalin évoque ses premiers émois amoureux et ses premières expériences sexuelles. S'il tente de décrire avec précision son ressenti de jeune homme et le regard qu'il porte dessus, rétrospectivement, il ne se privera pas de cacher certains détails de peu d'intérêt ou trop spécifiques. Dans ce cas, la démarche de Jean-Martin est discutable, mais il s'agit là d'un travers humain contre lequel il est bien évidemment difficile de lutter. Jean-Martin n'est pas parfait, mais il est sympathique. Dans son autobiographie Je pue des pieds et c'est pas terrible, Jean-Balthazar Quettard nous explique que sa femme l'a quitté, et il est persuadé que c'est parce qu'elle ne voyait plus dans leur relation la flamme des premiers temps. La vérité, c'est qu'en fait, elle avait découvert que Jean Balthazar la trompait allègrement un jour sur 2, ce que lui ne savait pas, et qu'il avait contracté diverses maladies vénériennes. Dans le cas présent, on voit bien que Balthazar n'a pas toute connaissance de la situation, et qu'il y a des éléments qui lui échappent même à lui. Il fait donc face à ce problème majeur, mais insoluble, de la subjectivité de celui qui est dans l'histoire et qui l'écrit en même temps. Jean Balthazar ne ment donc pas volontairement, mais il doit composer avec une vision subjective et donc incomplète et forcément biaisée des faits. Mais c'est aussi un immense canard. Vous aurez donc compris 2 choses. Le pacte autobiographique est un établissement de certaines règles, un pas fait en avant par l'écrivain et le lecteur pour gommer au maximum ces difficultés qu'on a déjà évoquées. Mais aussi, et surtout, il n'existe aucune autobiographie qui soit 100% vraie ou exhaustive. On touche à la philosophie là. Est-il possible de se connaître soi-même? Est-il possible de se raconter soi-même? Je pose la question parce que c'est un sujet qui semble revenir régulièrement dans les épreuves du bac de philo. C'est donc qu'il y a des choses à analyser là-dedans. Si vous voulez approfondir le sujet, bien sûr, il y a le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, c'est lui qui a mis en forme ce concept plus ou moins existant mais tacite, et si vous voulez lire des œuvres où ce pacte est en action, vous avez les plus évidentes, les Confessions de Rousseau, dans lesquelles l'auteur lui-même prend du recul pour expliquer sa démarche et ses limites dans les premiers mots du livre 1, Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Bon, sur ce dernier point, il s'est vautré. Le pacte chez Rousseau est établi par la formule suivante. Je n'ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s'il m'est arrivé d'employer quelque ornement indifférent,
ce n'a jamais été que pour remplir un vide occasionné par mon défaut de mémoire. Oui, dans ce cas, Rousseau est un petit peu comme Jean-Michel Poubelle. Il y a les mémoires d'Adrien, qui n'est pourtant pas une autobiographie, mais dans lequel Marguerite Yourcenar pose un regard éclairé sur le processus de raconter sa vie. Elle évoque dans la première partie un compte-rendu officiel, fait par Adrien et transcrit par son secrétaire Flégon, dans lequel l'empereur aurait réarrangé certains faits en fonction de la décence et de l'intérêt public. En revanche, dans les mémoires, elle fait s'adresser Adrien à son jeune petit-fils adoptif, Marc Aurèle, et promet de ne rien taire, ni de la part de l'empereur mourant, ni de la part de l'homme. Ici, le pacte est exprimé dans la phrase « Je t'offre ici comme correctif un récit dépourvu d'idées préconçues et de principes abstraits, tiré de l'expérience d'un seul homme qui est moi-même. » Ici, notre chère Marguerite se retrouve dans la situation de Jean-Balthazar Queutard, à la différence qu'elle est consciente du problème, mais qu'elle est une femme convenable. Il y aurait bien aussi À la recherche du temps perdu, l'œuvre de Marcel Proust, que je serais bien incapable de vous conseiller puisque je le trouve d'une chiantise intergalactique. Attends, quoi? Tu n'aimes pas Proust? Maurice Proust? Marcel Proust? Non, pas vraiment. Non. C'est vrai ça, pourquoi? À cause des asperges et du pipi. Attends, quoi? Ok. Proust qui parle des asperges. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s'étaient amusées de se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soir bleu, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient dans leur farce poétique et grossière comme une féerie de Shakespeare à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. Mais je préfère attendre jusqu'à demain pour rapporter mon échantillon d'urine par égard pour les gars du labo. J'ai eu des asperges au dîner hier soir. Et c'est tout, ça te suffit pour ne pas aimer un auteur. Tu sais quoi, ce serait trop long à expliquer, alors voilà. Non, admettons. Mais alors, par la sainte Esperluette, pourquoi est-ce que tu nous as dit que tout ce qu'on lit est faux? Ça fait 1 heure que tu nous bassines à nous parler que de l'autobiographie, et merci pour cette transition. Bon, vous l'avez compris, il y a un certain recul à avoir sur tout ce que nous dit un auteur de sa propre vie, de son expérience personnelle. De la même façon qu'une œuvre de fiction n'est pas vraie, n'est pas réelle. Nous allons parler un peu de la suspension consentie de l'incrédulité. Grosse ambiance! Quand vous lisez Le Seigneur des Anneaux, vous savez que ce qu'on vous dit est faux, dans la mesure où c'est pas arrivé. Mais on s'en fout. D'abord parce que c'est excellent, mais aussi parce que vous savez que vous êtes devant une œuvre de fiction. Donc vous n'exigez pas qu'on vous raconte une histoire vraie, mais une histoire vraisemblable. Vous consentez donc à suspendre votre incrédulité. Vous acceptez de mettre de côté vos convictions sur la réalité. Bien sûr que Harry et Ron ne peuvent pas voler dans une voiture. Bien sûr que Michael Myers ne peut pas survivre à tout ce qu'il subit. Bien sûr que... Parce que ce n'est pas vrai, c'est vraisemblable dans un univers bien défini. Du moment où vous faites l'effort d'y croire. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, car Karim Debache le résume très bien du côté du cinéma dans cette vidéo. Que je vous recommande. Mais les historiens, ils disent la vérité, eux. Donc, si on lit un récit historique, c'est pas faux. Bah c'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai pour autant. Un exemple clair est celui-là. Ces deux phrases, dans le fond, nous disent la même chose. Mais les mots employés sont différents, et donc la perspective sur le fait mentionné est différente. Ce qui peut engager des différences nettes si une discussion, un exposé ou un débat devait avoir lieu sur la base d'une de ces phrases. Les mots ont été choisis. Et même si les nuances sont très minimes, elles existent et témoignent d'un choix. Certains pourraient argumenter que la défaite des nazis avait déjà commencé après les premières victoires américaines, après le débarquement, ou encore que le mot victoire est très mal choisi au vu de l'état du monde. Cela vaut aussi pour les informations, qui sont censées être relayées à partir de faits purs et simples et formulés les plus neutres possibles. Et même si on exclut les partis pris des médias qui relaient les informations d'autres sources, parti pris dont le pire exemple m'a été donné de voir ici, suite à l'ouragan Katrina en 2005, ces deux articles étaient apparus simultanément sur certains sites d'actualité, le premier montrant des blancs qui venaient de trouver des vivres dans une épicerie, le deuxième montrant un noir qui venait de piller une épicerie. Même en excluant cela, une information est rédigée par quelqu'un, avec ses choix de mots, sa sensibilité et ses opinions. Il est impossible d'être neutre. Tout ce que vous lisez comporte une part de faux. En fait, tout, absolument tout, comporte une part de faux. Sainte Esperluette!